Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. C'est vers le Gabon que les projecteurs des médias africains internationaux sont tournés. Et pour cause, en à peine quelques heures, les événements se sont enchaînés dans ce pays d'Afrique centrale. D'abord, les résultats du scrutin du 26 août dernier donnaient Ali Bongo gagnant à sa propre succession pour un troisième mandat consécutif. S'ensuit un coup d'État quelques heures à peine après l'annonce des résultats. Et très vite, le comité pour la transition et la restauration des institutions est mis en place. Ali Bongo est démis de ses fonctions, mis à la retraite et tenu en résidence surveillée. Et bon nombre de ses plus proches collaborateurs sont aux arrêts. En à peine 24 heures, la transition est installée avec à sa tête un homme du Sirail, Brice Oligui Nguema. L'enchaînement des événements et leur rapidité interpellent les observateurs africains, les incitant à la prudence. Les coulisses de ce coup d'État restent encore assez sombres et bon nombre de pays africains ont déjà été déstabilisés ou des coups d'État ont été orchestrés depuis l'Occident. L'Occident, qui trop de fois a déstabilisé d'une façon ou d'une autre le continent, montre une opinion particulièrement édulcorée. Dans un premier temps, il condamne le coup d'État, naturellement, et dans un second temps, il justifie et le jugeant les résultats des élections frauduleux. Le Gabon, un coup d'État, des grandes richesses, un peuple pauvre, une famille au pouvoir depuis près de 50 ans, sont tout autant de questions sur lesquelles nous allons nous pencher tout au long de ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné de Sami Kaidi. Bonsoir Sami. Bonsoir Tinéinan. Et de Freddy Koula, journaliste qui nous rejoint depuis le Gabon, plus précisément à Libreville. Bonsoir Freddy. Bonsoir à vous, salam alaikum à tout le monde. Et de Eric Jean-Paul Yombé, spécialiste de l'Afrique francophone qui nous rejoint depuis Douala. Bonsoir Eric. Bonsoir à vos téléspectatrices et à vos téléspectateurs. Merci. Je rappelle que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier qui se nomme Le retournement post-colonial. Sans plus attendre, je pense qu'un point sur la situation s'impose à nous. Je commence avec vous, Freddy. Alors, comment est le Gabon ces dernières 48 heures, Freddy ? Aussi étrange que cela puisse paraître, on est dans un pays extrêmement calme, je crois, je voudrais faire le parallèle avec la discipline militaire, étant donné que ce sont les militaires qui ont récupéré le pouvoir. Voilà, il y a une discipline plutôt militaire, les gens ont recommencé à travailler depuis hier, les rues sont plutôt occupées, les gens vaquent à leurs occupations. Que disent les gens dans la... Freddy... C'est un lendemain de fête de bonne année qui est après derrière... c'est tassé et puis tout le monde a repris un peu de ses habitudes. Je pense que les craintes sont plus extérieures qu'intérieures. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur ce que disent les gens dans la rue sur ce coup d'État? Est-ce qu'ils sont pour? Est-ce qu'ils sont contre? Est-ce que les opinions sont tranchées? Comment est la rue gabonaise, pardon? C'est extrêmement difficile. On peut pas faire de sondage, mais je serais je serais surpris qu'il y ait au moins 10% de la population qui ne soit pas contente. Peut-être les 10% symboliserait ceux qui étaient des privilégiés depuis des années de ce pouvoir, mais si tu enlèves ceux qui étaient extrêmement privilégiés et qui bénéficiaient de tout ce qu'il y avait comme confort autour de ce pouvoir qui dure depuis plus d'un demi-siècle, voilà, je pense que l'ensemble de la population a vécu des périodes extrêmement difficiles socialement ces dernières années pour se détacher émotionnellement de la situation et se dire que c'est une bonne chose que d'avoir quelque chose de nouveau qui suscite un peu d'espoir, un peu plus d'espoir et qui suscite un enthousiasme qu'on n'avait pas vécu depuis plus de 50 ans. En tout cas, ceux qui sont les plus âgés, parce que moi j'en ai que 33 ans et c'est vrai que j'ai été étudiant. Là, c'est vrai que vous me présentez en tant que journaliste, mais j'ai été surtout avec lucidité, j'ai été porte-parole du candidat Ali Bongo sur cette campagne-là. Je sais très bien ce que les gens peuvent ressentir, je sais très bien le chagrin que les gens avaient il y a quelque temps et je sais très bien le bonheur que les gens ont aujourd'hui de ne pas avoir à nouveau un Bongo au trône. Voilà. Très bien. Sami Kaidi, comme vient de le dire notre collègue, notre cher confrère du Gabon, la population gabonaise a beaucoup souffert de cette distanciation entre les classes, de ce système de Omar Bongo. Est-ce que vous pensez que le soutien spontané qu'on a vu est dû justement aux conditions socio-économiques que le peuple gabonais vit? Tout à fait. Selon la Banque mondiale, Tinéinan, plus de 40% des Gabonais vivent sous le seuil de pauvreté.
Et selon les associations de la société civile, ce taux monte jusqu'à 60%. C'est-à-dire que c'est tout à fait effarant. Un autre chiffre aussi, 55, c'est le nombre d'années dont la dynastie Bongo, avec Omar le père, puis Ali le fils, est restée aux manettes de ce pays et l'a livré point et main liés à la France-Afrique. Justement, un point historique s'impose à nous et je viens vers vous, Éric. Comment est-ce que Omar Bongo, le père de Ali Bongo, qui a été à la tête du pays durant 45 ans, a été justement l'architecte de cette France-Afrique quelque part? Oui, vous savez très bien que lorsque l'impérialisme devait s'installer particulièrement en Afrique, l'impérialisme s'est appuyé sur des valeurs sûres, sur des hommes qu'on peut bien entendu qualifier d'hommes de paille. Mais au-delà d'avoir créé des hommes qui sont de véritables ouvriers de la France officielle, je pense que en ce qui concerne l'Hexagone, il a aussi mis en place ce que j'appelle la dépossession de l'être africain. C'est-à-dire c'est un ensemble de choses qui ont été mises dans l'intérieur politique africain, de telle sorte que sa motricité soit dans le sens de proposer des résultats bénéfiques de manière majoritaire plutôt à la métropole. Alors, je vais prendre un exemple assez concret. Dans la partie subsaharienne de l'Afrique, il y a un manuel qui a fait son temps, qu'on appelle Mamadou Ebineta. Alors, lorsque vous prenez ce livre, qu'est-ce que vous y voyez? Vous voyez des mamans en train de piler du mil, vous voyez des familles en train de scruter la lune, si ce n'est le ciel, mais jamais on ne vous parlera dans ces livres des figures historiques africaines. On ne vous parlera pas de Béhanzin, on ne vous parlera pas de Oumniobé, on ne vous parlera de rien de tout cela. C'est-à-dire des figures qui constituent, bien entendu, une sorte d'aliment pour pouvoir se projeter sur l'avenir, pour contester, bien entendu, l'entreprise coloniale. Donc, Bongo fait partie de ces personnes qui ont été de véritables ouvriers de la France officielle. Ils ont baigné dans le bain colonial et ils ont servi la France officielle. Maintenant, c'est une mode, c'est dans l'air du temps de constater qu'il y a de plus en plus aux affaires ce que j'appelle les bébés présidents. Ce sont les fils des autres, des ascendants politiques, et ceux-ci viennent au pouvoir, bien entendu, pour assurer une sorte de continuité de ce qui a été fait par le passé. Alors, le Gabon aujourd'hui est dans une situation où on constate qu'il y a une euphorie de la population pour avoir vécu plus de 50 ans pendant la dynastie Bongo. Il y a une certaine euphorie de voir, bien entendu, que ce clan n'est plus aux affaires. Mais il reste qu'il y a une réalité qui est indiscutable. Désormais, les Gabonais vont affronter une difficile réalité, c'est de savoir est-ce que les autorités militaires vont s'inscrire dans une continuité ou alors il s'agira d'une rupture par rapport à l'ordre ancien. Mais dans tous les cas, il appartient au peuple gabonais, seulement au peuple gabonais, de défendre sa souveraineté, de s'approprier l'avenir que lui souhaite pour lui-même. Merci Éric. Très bien, je reviens vers vous, Samy. Éric vient de nous dire que le contexte géopolitique dans lequel a été dessiné ce coup d'État au Gabon est particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur la géopolitique actuelle du Gabon? Alors, juste avant de répondre à votre question, Tinéinan, il faudrait aussi apporter une petite nuance. Ces événements qui sont actuellement en cours au Gabon sont également une incroyable gifle pour le régime dictatorial marocain qui entretient avec cette dynastie des Bongo des liens assez douteux, faut-il le souligner. Ensuite, pour répondre à votre question, il y a actuellement une vague impressionnante en Afrique subsaharienne, particulièrement au Sahel, mais aussi en Afrique centrale actuellement. Et de l'avis de nombreux experts, il s'agit d'une des vagues les plus puissantes après les décolonisations des années 60, avec une remise en cause de la domination occidentale sur les moyens de production, sur l'économie de ces pays qui a tant souffert, et d'ailleurs de l'avis de ces peuples d'Afrique. Le système occidental a entraîné cette région du monde dans le sous-développement chronique. Très bien, mais je viens vers vous, Freddy. Est-ce que on va reparler encore de Ali Bongo, bien évidemment. Le fait qu'il ait formulé une demande à rejoindre le Commonwealth qui a été acceptée officiellement en 2022, est-ce que ce fait a précipité sa chute quelque part vis-à-vis de la France, évidemment? Bon, j'en sais rien. Sincèrement, je ne suis pas expert en géopolitique ni en relations internationales.
J'ai pas écrit de livre sur la colonisation, bien que j'ai fait une licence en histoire, mais ce qui est certain, c'est que le message du président Ali Bongo en anglais n'était pas un message anodin. Je crois qu'il a très vite compris que ses amis français, sur qui il avait reposé, je pense, une grande partie de ses espoirs et son pouvoir sur les 10 premières années, l'avaient lâché, entre guillemets. Et il y a une base militaire française au Gabon quand même. S'il en est arrivé là et qu'il y a eu ce coup d'État, même si c'est un coup d'État interne, c'est qu'il a été lâché par les Français et tout ça. Souvenez-vous qu'il y avait déjà eu un coup d'État au Gabon où une tentative en 67, Léomba avait été destitué de son poste de président. Il avait été rétabli quelques heures plus tard par l'armée française au Gabon. Donc ça n'a pas été le cas là pour ce coup d'État-là. Donc il a très vite compris, Ali Bongo, que ses amis français n'étaient plus ses amis et il s'est tourné vers celle qui était devenue sa famille ces dernières années, c'est-à-dire l'Angleterre et le Royaume-Uni, évidemment, avec lequel il a signé cet accord d'intégrer le Commonwealth. Donc, grosso modo, je pense il le sait qu'il avait perdu la main. Et je crois qu'il le sait aussi, le président, que son entourage ne l'a pas beaucoup aidé, notamment sur ces dernières années, depuis qu'il a eu son accident vasculaire cérébral. Ce n'est que la conséquence de beaucoup de frustration en interne et la conséquence d'une gestion qui n'était plus du tout maîtrisée. Mais c'est normal, un homme qui est diminué, un homme qui a eu un accident ne peut pas être aussi fort qu'il l'était lorsqu'il n'était pas malade. Très bien. Éric, le fait que la France soit acculée ces dernières années dans la région, est-ce qu'elle a intérêt aujourd'hui à précipiter le départ de personnes qu'elle ne considère plus être à son avantage à la tête des régimes relais finalement? Vous savez, la France est en extrême difficulté du côté de l'Afrique de l'Ouest et précisément le Sahel. Et je vais prendre un exemple très précis. Vous avez la région de Tessalit qui est au nord du Mali, limitrophe à l'Algérie. La localité de Tessalit permettait, n'est-ce pas, à la France d'avoir une vue, un contrôle notamment des mouvements, non seulement du côté du Sahel, mais du Sahel jusque du côté du golfe de Guinée, c'est-à-dire l'Afrique centrale. Ayant perdu, bien entendu, ce Sahel, ayant perdu cette possibilité d'épier ces populations, il était important pour la France, notamment, de s'arc-bouter, si possible, du côté du Niger, dans la perspective de continuer à avoir une certaine influence. Que non, le Niger, du coup, s'est réveillé et souhaite une autre relation avec la France officielle. Maintenant, dans ce vent qui vient du côté de l'ouest de l'Afrique, on voit bien que le Gabon, dans la perspective française, c'est une sorte de terrain de repli pour une possible propulsion, de telle sorte que l'influence soit gardée du côté de l'Afrique centrale. Oui, nous assistons, n'est-ce pas, à un moment inédit. À partir du moment où la France est acculée, elle a envie, pourquoi pas, de se propulser à partir du Gabon, de telle sorte qu'elle puisse sauver ce qui peut encore l'aide dans ses relations, bien entendu, n'est-ce pas, avec l'Afrique noire francophone. Vous savez, je l'ai suivi tout à l'heure, que le président Bongo n'a pas suffisamment été aidé par son partenaire français. Vous savez, lorsqu'on est président de la République, on est là pour servir son peuple. On doit servir son peuple et rien que son peuple. Aujourd'hui, peut-être Ali Bongo paye le fait qu'il a été plus proche de ses amis que de la population. Alors, c'est humiliant pour nous, Africains, il faut qu'on se le dise avec force, c'est humiliant pour nous, Africains, de constater, de voir quelqu'un d'un certain âge appeler à l'aide dans une posture physique qui n'honore pas l'homme, ou surtout qui n'honore pas le représentant d'une famille qui a été au service de la France. Nous, les personnes de cette génération, nous les Africains, nous souhaitons de plus en plus des chefs d'État qui sont au service de leur population. Bien entendu, il peut arriver dans le parcours de chaque homme, y compris les chefs d'État, de se tromper d'amis. Mais je pense qu'il y a suffisamment d'indicateurs pour se renseigner, pour se remettre en question et comprendre qu'il y a un changement de braquet qui s'impose. Vous avez parlé tout à l'heure de diminution des capacités physiques. Il s'agit également de la diminution des capacités intellectuelles. Mais lorsqu'on n'a plus la même poigne, la même tonicité, c'est humain. C'est humain que de passer la main. Il ne faudrait pas qu'en Afrique, on ait honte d'aller à la retraite. Aller à la retraite, ce n'est pas une sanction. Au contraire, c'est la récompense du travail qui a été suffisamment bien accompli.
Très bien. Je vous pose la même question, Samy. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la France a tout intérêt à renouer avec les pratiques qu'elle a longtemps pratiquées, du temps de Focart, etc., à fomenter des coups d'État pour favoriser ses intérêts? Alors la France n'a jamais cessé de semer des troubles en Afrique et on l'observe, dernière en date, c'est la Libye qui a été quasiment le massacre d'un pays qui était extrêmement prospère. Vous avez avant abordé la question du Commonwealth. J'ai envie de dire qu'en fait, ce qui se passe actuellement en Afrique est un coup d'accélérateur, mais il y a eu, dans un temps assez moyen, un revirement aussi des hommes politiques qui ont décidé de diversifier de plus en plus leurs partenariats avec de nouveaux acteurs émergents à l'international. Il y a par exemple au Sénégal, on voit que par exemple la part des échanges commerciaux avec la France n'a cessé de diminuer ces 20 dernières années, mais il y a aussi un ressentiment de plus en plus fort au sein des sociétés civiles africaines. J'ai par exemple en tête un peu des personnages de la société civile panafricaine, comme des Kémy Séba ou des Nathalie Yamb, qui, depuis pratiquement une quinzaine d'années, essayent d'éveiller aussi les consciences sur le continent. Très bien. Je viens vers vous, Freddy. Une des plus grandes bases militaires ou une des 4 bases militaires permanentes de la France sur le continent africain est située au Gabon et elle sert à plus de 380 militaires. Quel est le rôle aujourd'hui des militaires qui sont en présence au Gabon ? Après, je pense que les spécialistes l'ont bien expliqué. Il y a que dans la gestion des pays africains et surtout les anciennes colonies une dimension supérieure non maîtrisée. C'est cette dimension-là qui elle est maîtrisée par le colon, donc la France naturellement. Je pense que les dirigeants gabonais, que ce soit les précédents présidents ou même le président de la transition aujourd'hui, n'a pas forcément la main sur cette base militaire-là. Il n'a pas forcément le choix, il me semble. À moins d'être naïf. Et puis, je crois que stratégiquement, comme l'expliquait le précédent intervenant, ils ont tout autant, les autorités actuelles, à collaborer parce que c'est vrai que la France, stratégiquement, est en train de tout perdre et puis elle ne peut pas se permettre aujourd'hui de perdre le Gabon. Si elle perd le Gabon, elle perd le Congo-Brazzaville. Si elle perd le Gabon, elle perd certainement le Tchad et la Centrafrique. Donc, techniquement, cette base-là est aujourd'hui beaucoup plus stratégique qu'elle n'a été précédemment et dans les années antérieures. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'il y aura peut-être un renforcement aussi de cette base-là parce que le Gabon va peut-être servir de rampe de lancement. Ça, je vais emprunter un peu les mots de quelques observateurs. Et puis, stratégiquement aussi, la position du Gabon est une position qui doit pouvoir aider la France à se reconstruire. C'est en tout cas mon point de vue et ils ont tout intérêt, je crois, d'un point de vue stratégique global aussi, pour ce qui est de l'ordre mondial et la lutte entre pays occidentaux, à garder des territoires comme le Gabon qui non seulement leur apportent pour les Français beaucoup d'argent et beaucoup de bénéfices parce qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont là et puis parce que militairement également ils ont une position stratégique. Donc ça, c'est des choses que même si la pauvre population gabonaise de 2 millions d'habitants veut lutter, elle ne peut pas lutter avec ça ou contre ça. Elle ne peut que constater pour l'instant les dégâts et puis se contenter des petites révolutions comme celle qui a été faite il y a 2 jours, qui n'en est pas une forcément. Très bien. Éric, à votre avis, quelle sera la feuille de route de la transition? Est-ce qu'on peut s'attendre à un bras de fer entre cette junte militaire qui est au pouvoir avec la France où ils vont plutôt aller dans le sens de Bongo? Parce que je signale que l'opposant justement à Ali Bongo aux élections a déclaré qu'il s'agissait d'une révolution de palais, de la continuité du système Bongo. Qu'en pensez-vous? Alors, vous parlez de révolution de palais. Prenons un exemple historique. Vous évoquiez tantôt, n'est-ce pas, le président Léon Mba qui avait été renversé puis rétabli. Vous savez, historiquement, ce que nous savons de ce rétablissement, c'est qu'en réalité, Jacques Foccart, l'homme a tout fait de Gaulle notamment, il était en vacances lorsque se passait ce coup d'État au Gabon. Et lorsqu'il a été informé de ce coup d'État, il a pris les dispositions, bien entendu, pour que le président Léon Mba reprenne son fauteuil présidentiel. Voilà ce qui s'est passé dans les faits en ce qui concerne, bien entendu, ce coup d'État. Mais ce que nous constatons, ce que nous voyons en ce moment,
en ce qui concerne le devenir de la transition, c'est déjà quelques éléments. On a vu le professeur Ando Essa parler de révolution de palais et rappeler qu'il est le vainqueur de cette élection. Je pense qu'il y aura certainement un bras de fer entre les militaires et l'opposition politique au Gabon, bien entendu, parce que l'opposition sent qu'elle a sa victoire lui a été volée par les militaires. Et dans toutes les déclarations faites par les militaires, on ne sent pas une volonté de rétablir le plus tôt possible la justice issue des urnes ou alors la vérité issue des urnes. L'autre élément que nous ne maîtrisons pas, sans être une prophétie, c'est comment le peuple va réagir face aux orientations qui seront données, bien entendu, par les autorités militaires. On a vu une population euphorique jusqu'ici, après, bien entendu, après que le président Bongo, incarnant lui-même, par sa personne et sa famille, plus de 50 ans constituant une dynastie, comment ce peuple réagira à partir du moment où les orientations de la junte, des militaires, ne seront peut-être pas dans le sens de profondément changer les choses. Est-ce que nous aurons affaire à une population dont la citoyenneté est atone et la citoyenneté est abandonnée et qui laissera faire les militaires? Il y a beaucoup de questions, mais je pense que les jours prochains vont nous édifier par rapport aux orientations de la junte, de même que par rapport aux actions que pourraient poser, n'est-ce pas, les populations gabonaises dans la perspective de s'approprier l'avenir. Très bien, je viens vers vous, Samy. Pour l'instant, la transition ou les militaires au pouvoir ont un discours qui est très différent de celui qu'on a vu au Mali ou encore au Burkina Faso. Ils ne parlent pas de souveraineté retrouvée, ou ils ne parlent pas du désir de s'émanciper de la domination coloniale. Que pensez-vous justement du fait qu'on ne retrouve pas ce jargon révolutionnaire ou de souveraineté retrouvée? Écoutez, le Gabon est clairement à la croisée des chemins. Cependant, je reste persuadé que plus rien ne sera comme avant, dans la mesure où la vague est historique, elle est là et plus personne ne peut aller contre cette vague. Et il faut être clair, aujourd'hui il y a une nouvelle donne qui s'inscrit dans l'équation, c'est les peuples. Et ces derniers exigent le retour de leur souveraineté confisquée, notamment par cette grande puissance colonialiste, néocoloniale, et exigent donc le retour aussi de la souveraineté, qui est aussi une forme finalement d'honneur aussi qui a été confisquée. Et plus rien ne sera comme avant. Et je suis persuadé, comme l'a dit aussi notre invité Eric, qu'un bras de fer s'installera et que je pense que ceux qui sont à la transition au Gabon suivront contestablement la volonté de leur peuple. Regardez ce qui se passe actuellement au Tchad. Donc il y a le fils Déby, donc Mamad Déby, qui est ce pilier de la France-Afrique, mais qui aujourd'hui prend ses distances et affiche une position de plus en plus neutre. Car les choses ne sont plus jamais, les choses ont changé et ne seront plus jamais comme avant. Vous parlez de l'échiquier géopolitique mondial qui est en train Voilà. Tout à fait. Et régional aussi, qui est en train de changer, mais à une vitesse impressionnante. En plus de 2 ans, la cartographie de l'Afrique et du Sahel a complètement changé. Très bien. Freddy, je vous pose la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que la transition gabonaise n'ait pas adopté le langage habituel que pensez-vous du fait qu'elle n'ait pas adopté ce langage, justement? En fait, le Gabon a toujours été une belle exception parce qu'on a longtemps, et là je m'adresse un peu à mon ami camerounais qui sait qu'en tant que voisin, on nous a toujours considérés comme un peuple extrêmement... C'était une expression très africaine, mougou, c'est-à-dire un peuple extrêmement faible, trop pacifique, trop tendre, qui accepte tout, qui consomme tout. Là, ce qui se passe là, la révolution, elle est surtout liée à la nouveauté. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a jamais eu de coup d'État au Gabon qui ait réussi. Donc, c'est le tout premier qui a réussi et qui a, entre guillemets, libéré d'une prison psychologique et mentale un peuple. Donc, il n'attendait que ça, ce peuple-là, depuis plus de 50 ans. De toute façon, en discutant même avec des anciens, beaucoup de gens ont attendu cela, même ceux qui étaient du pouvoir se sont souvent dit, est-ce que je vais mourir, je vais naître et mourir dans ce régime-là, entre guillemets. Et puis, derrière cette libération-là, ne permet pas de poser la question subsidiaire ou de se poser une autre question que celle de la jubilation, d'avoir vu un pouvoir ou sinon une dynastie dégagée du trône. Donc pour l'instant, dans l'euphorie et dans la jubilation, la continuité permet en tout cas aux militaires et
et à la transition d'avoir une sorte de collier d'immunité qui va leur permettre de rester là s'ils veulent 2 ans, 3 ans, 4 ans, s'ils veulent 5 ans, 10 ans. Ils ont dit, en tout cas, vous avez réussi à nous libérer d'un poids et d'une difficulté. On vous accorde le bénéfice du doute. Et là, on revient du coup sur la question des éléments de langage et du discours qui passerait ou qui passerait pas. Mais pour l'instant, en tout cas, le président de la transition est dans une ligne de conduite et surtout un discours extrêmement populiste pour satisfaire les besoins fondamentaux. Les Gabonais n'ont pas besoin de 1000 choses, la France ou pas France. Ce que les Gabonais veulent aujourd'hui, et c'est ça qu'ils ont réclamé depuis des années, c'est une meilleure répartition des richesses. C'est un équilibrisme dans la gestion du pouvoir. Et puis pour l'instant, en tout cas, M. Oligui, lui, arrive à dire, pour l'instant, parce que tout le discours passe à la télé, toutes les rencontres qu'il fait avec les autorités gabonaises et même les politiques aujourd'hui, ce sont des discours extrêmement populistes qui vont dans le sens de la satisfaction des besoins des Gabonais. Donc pour l'instant, ça passe crème et il y a pas une seule personne pour l'instant, en dehors des opposants, évidemment, de Ndosa et de tous les autres qui se sentent extrêmement lésés. Très bien. Eric, l'Occident s'est souvent offusqué du manque de démocratie en Afrique, et je mets démocratie entre guillemets. Cela dit, les inégalités sociales entretenues et créées par les régimes relais ont très peu interpellé l'Occident. Pourquoi ? Oui, avant de répondre à votre question, ce serait bien de dire quelque chose. Hein. Vous allez avoir un droit de réponse à notre invité qui nous rejoint depuis le Gabon, j'imagine. Vous savez, s'il y a un nouveau narratif qui prospère du côté de l'Afrique de l'Ouest, c'est parce qu'il y a un énorme travail de citoyenneté qui est fait dans ces différents pays. Vous avez un pays comme le Mali, il y a un mouvement citoyen qu'on appelle Yere Wolo, debout sur les remparts. C'est un mouvement qui se réunit tous les mardis dans un quartier de Bamako qu'on appelle Wolofobougou. Alors, vous avez du côté du Niger, à Niamey particulièrement, un collectif qu'on appelle le collectif Tournons la page. Donc, il y a une sorte d'éveil, il y a une citoyenneté qui est assumée, qui est même quelquefois accomplie dans cette localité. Et les dirigeants ne peuvent être qu'à l'image de cette citoyenneté. Alors, lorsque nous prenons des particularités comme le Cameroun, le Gabon, vous avez affaire à une citoyenneté abandonnée. Il s'agit ici des populations qui ont décidé, n'est-ce pas, de ne pas assumer leur souveraineté. Et bien entendu, les chefs d'État, les dirigeants sont à l'image, sont représentatifs, bien entendu, de cette population dont la citoyenneté est extrêmement pauvre. Et lorsque vous parlez de démocratie, forcément dans ces espaces, la démocratie se résume à des élections. La démocratie n'intègre pas grandement des variables telles que les libertés individuelles et les libertés collectives. On a l'impression que lorsqu'on parle de démocratie, il s'agit des élections, lesquelles élections sont très souvent truquées. Dixit, le cas du Gabon, puisque les militaires au pouvoir ont eux-mêmes dit les élections avaient été truquées et qu'ils ont décidé de mettre fin, bien entendu, d'envoyer à la retraite, ce sont les mots des militaires, d'envoyer à la retraite le président Bongo. Donc, il y a une sorte de construction de la démocratie qui s'est toujours faite avec la connivence de certains partenaires à partir du moment où les présidents en place répondaient à leurs besoins, à leurs intérêts ou à leurs intérêts géopolitiques. Vous savez par exemple que lorsque nous étions encore en pleine guerre froide, on ne parlait pas avec un tel volume de démocratie parce que bien entendu, il y avait la mise en place, n'est-ce pas, la construction de la guerre froide qui faisait que on se sentait à l'aise avec des présidents qui appartenaient notamment au bloc de l'Ouest. Donc, la démocratie est restée comme une sorte, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, n'est-ce pas, de trajectoire semi-finie où on n'a pas réussi, n'est-ce pas, à intégrer d'autres éléments au-delà des élections. Forcément, aujourd'hui, cette mauvaise gouvernance, cette malgouvernance est en train de générer ou alors est en train de donner du grain à moudre, notamment aux militaires qui veulent une redéfinition de la gestion de la chose publique. Très bien. Samy, à votre avis, pourquoi l'Afrique de l'Ouest est si importante pour l'Occident, pour la France en particulier, et est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de nouvelles ruées vers l'Afrique ?
Clairement, elle est importante parce qu'elle regorge de ressources naturelles. Si ce n'est pas le pétrole, le gaz, le manganèse, il y a des richesses impressionnantes en fer, en ressources en cobalt aussi. En terres rares, en l'ensemble des terres rares notamment, etc. Donc effectivement, depuis le 19e siècle, il y a une ruée vers l'Afrique, hein, ce n'est pas nouveau. Toutefois, j'ai envie de répondre aussi à la question qui a été posée précédemment, c'est le deux poids et deux mesures de l'Occident n'est plus une surprise. Regardez le traitement des pays occidentaux vis-à-vis des questions sahraouis ou de la question palestinienne. Vous savez, à son époque, Malcolm X en parlant des médias occidentaux, il avait dit: si vous n'êtes pas vigilants, ils vous feront détester les opprimés et aimer leurs oppresseurs. Donc finalement, rien de nouveau sous le soleil, si je puis dire. Très bien. Je viens vers vous, Freddy. Et justement, que pensent les Gabonais de ce deux poids, deux mesures, comme vient de le signaler Samy? Sincèrement, bon, l'analyse que l'on fait, après, ce n'est pas une analyse naïve, mais comme j'ai dit tout à l'heure, les Gabonais, en fait, ça fait quelques années qu'ils se disent France ou pas France, le peu de choses que les Gabonais doivent avoir, ils ne l'ont pas. Et ils se contentent à regarder leur quotidien et surtout de se dire, voilà quoi, si la France a 80% des richesses et que le Gabon en a 20, les 20%, on doit pouvoir d'abord se contenter de ça et bien les repartir. Donc ça, c'est la question fondamentale. Après, sur le deux poids, deux mesures, sur le regard que la France peut avoir sur le Niger, le Burkina, etc., ça ne peut pas être un regard homogène parce que les relations entre les pays et les peuples ne sont pas du tout les mêmes. Le Gabon a toujours été un endroit, une forme de havre de paix, ça a été une colonie d'habitation pendant longtemps, ça a été très calme pendant très longtemps. Donc je crois que c'est un territoire qui serait le dernier qui leur poserait des problèmes, déjà parce que démographiquement, il n'y a pas moyen qu'il y ait plus de troubles qu'autre chose, et parce que même la haine anti-française ou ce ressenti, cette anti-francisation de la société n'est pas forcément très vive, ou ce n'est pas très vif au Gabon. Donc ce qui est certain, c'est que voilà, le rapport n'est pas du tout le même avec ce qui se passe au Burkina, au Mali, et même en Guinée. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, stratégiquement, comme je l'ai dit à la base, la France ne peut pas se permettre de perdre le Gabon parce que d'un point de vue économique, ce serait un très très gros coup dur, et d'un point de vue stratégique et militaire également, ce serait un gros coup dur, ce serait un véritable désaveu, et ça mettrait en danger beaucoup d'autres pays qui sont autour du Gabon, parce qu'à partir du Gabon, voilà, il peut se passer des choses au Cameroun, à partir du Gabon, il peut se passer des choses en Guinée, au Congo-Brazzaville, à partir du Gabon, il peut se passer des choses même jusqu'au Rwanda, même jusqu'au Tchad et en Centrafrique. Donc stratégiquement, le Gabon est un territoire, je pense, super regardé et protégé, même si on pense que la France n'a pas un regard attentif actuellement sur ce qui se passe là, mais je peux vous dire que voilà, le regard il est très attentif, pareil pour le Maroc qui a d'énormes intérêts au Gabon. Très bien. À la lumière, Eric, à la lumière de ce que vient de nous dire Freddy, est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir un effet de contagion vers l'Afrique de l'Est ou l'Afrique centrale de ces nouvelles souverainetés retrouvées finalement? Vous savez, les peuples, les pays n'ont pas une même trajectoire historique. Le Cameroun, en ce qui le concerne, a eu un passé assez sanglant avec la lutte de libération nationale qui a commencé en 1955. Et 3 ans plus tard, je crois, c'était le cas de l'Algérie. L'Algérie qui, heureusement, a réussi, n'est-ce pas, à chasser entre guillemets le colon français. Donc, les peuples n'ont pas une même trajectoire historique, les peuples n'ont pas la même construction citoyenne. Or, les changements profonds intègrent au moins 2 variables, à savoir s'abreuver dans la substance historique, convoquer les référentiels qui constituent la force en vue, n'est-ce pas, de bâtir une motricité du changement. Le deuxième élément concerne la citoyenneté. Le fait que les populations s'intéressent à la politique, le fait que les populations puissent peser dans le jeu politique. Donc, lorsque nous convoquons ces 2 variables notamment, on voit pauvrement le Gabon, pauvrement le Cameroun s'inscrit dans une perspective de changement profond. Et quand je dis profond, c'est parce que je fais allusion, bien entendu, au Mali ou alors au Niger. Il n'est pas exclu qu'on ait affaire à des changements de façade ou alors des changements de palais. Mais une chose est certaine, les choses ne peuvent pas rester en l'état.
il y aura bien entendu des secouements, il y aura bien entendu pour certains probablement des bouleversements, mais le vent qui est en train de souffler, qui est parti de l'Afrique de l'Ouest, c'est un vent qui va se déployer sur l'Afrique centrale. On ne sait sous quelle forme et quand, après le Gabon, ce qui se produira ailleurs. Mais c'est irréversible que ce vent va se déverser sur les autres pays et on attend de voir ce qu'il en sera exactement. Très bien, je reviens vers vous, Samy. Aux côtés du Gabon, il y a la Côte d'Ivoire qui est aussi un pilier important de la France-Afrique et d'autres pays encore. Quel commentaire faites-vous justement, ou bien quelle analyse faites-vous de ces liens qu'il y a entre ces pays et quelles conséquences aura sur ces pays le fait que la France est en train de perdre de plus en plus de terrain en Afrique? Écoutez, je pense que même s'il y a peut-être des différences de trajectoire historique, il y a une véritable contagion positive sur le continent que l'on observe depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et incontestablement, le tour viendra pour ces pays qui ont finalement les mêmes causes. Et les mêmes causes engendrent, somme toute, les mêmes conséquences. Il est intéressant aussi de voir que de nombreux hommes politiques, mais aussi acteurs majeurs de la société civile, tant ivoirienne que camerounaise, appellent de tous leurs vœux à remettre en question les pouvoirs soumis à cette France-Afrique. Notre ami Freddy vient de nous dire les liens entre le Maroc et le Gabon. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point? Alors, il ne faut pas oublier que le Maroc n'a jamais cessé d'être ce qu'il est, c'est-à-dire le cheval de Troie de l'impérialisme occidental dans la région. Et pire que cela, vous savez que le tyran Mohamed VI a privatisé ce pays, où il s'adonnerait, non loin de Libreville, à des pratiques aux mœurs légères. Ce n'est plus un secret pour personne. Donc effectivement, ces relations vont peut-être sortir au grand jour et on en apprendra beaucoup plus les prochains jours. Eric, à votre avis, est-ce qu'aujourd'hui la France a des moyens de retrouver son hégémonie dans ce qu'elle a longtemps qualifié de son précaré ou de son domaine de prédilection naturel? Je pense que la France a perdu l'occasion lors du sommet de Montpellier d'anticiper sur les éléments, constatant bien entendu une dégradation de sa position économique, constatant une dégradation de son influence. Elle aurait dû anticiper en s'attaquant à deux principales questions qui polarisent les relations entre la France et l'Afrique noire francophone. La question de la présence militaire française, de même que la question du franc CFA. Elle a refusé d'anticiper. Et si on scrute sa démarche, ses comportements de manière récente, on constate qu'elle a toujours cette perspective de condescendance. Elle refuse bien entendu de se mettre au pas. Elle refuse d'intégrer les différents changements qui s'imposent à elle. On voit toujours cette France condescendante, cet esprit qu'alimentait Jules Ferry, qui parlait notamment, n'est-ce pas, de la grandeur de la France ou de le fait d'apporter la civilisation à ces populations d'Afrique noire francophone. Donc il y a cette difficulté à vouloir changer de logiciel. On se demande comment cette France pourrait bien entendu, si elle reste dans le même état d'esprit, comment elle pourrait anticiper sur les événements. Mais je pense que ce qui est plus central, c'est la capacité des populations africaines à s'approprier leur destin, à attaquer l'avenir de telle sorte que cette souveraineté retrouvée leur permettra non seulement d'assurer mieux aide des populations, mais bien entendu de s'allier avec d'autres partenaires qui seraient plus productifs. Et je profite de cette occasion pour réagir sur un point. On entend beaucoup parler du sentiment anti-français. Mais il n'existe pas un sentiment anti-français dans des proportions qu'on lui prête. Il existe des populations qui veulent la révision de la relation qui existe entre la France officielle, je pèse mes mots, entre la France officielle d'une part et l'Afrique noire francophone d'autre part. Il existe des populations qui veulent un autre logiciel, qui veulent un autre imaginaire, qui refusent la France de la prédation, une France qui ne pense qu'à elle ou alors grandement à elle, à ses intérêts. Il y a une jeune génération aujourd'hui qui veut installer de manière décomplexée une relation avec la France officielle en fait.
À votre avis, Samy, à la lumière de ce que vient de nous dire Eric, est-ce que vous ne pensez pas justement le fait de qualifier ce désir de renouveau et ce désir d'émancipation et d'indépendance et de souveraineté retrouvée, de sentiments anti-français, n'est pas méprisant justement de la part de la France qui refuse de voir le continent africain comme un continent qui prend son destin à bras-le-corps? Tout à fait, c'est premièrement une tentative de diabolisation de l'éveil des consciences des peuples africains. Dans un second temps, c'est aussi une infantilisation des populations africaines qui seraient finalement des gens non dotés de raison et qui pourraient être manipulés comme ci et comme cela. Vous savez, on parle de Vox Dei, Vox Populi, et ça a tout son sens dans la mesure où les peuples sont très conscients de ce qui se passe. Vous savez que l'État malien ne bénéficiait que de 9% de ses mines avant que Kassimi Goïta décide d'augmenter la participation de l'État malien à 35%. L'État du Niger ne bénéficiait que de 3% de son uranium. Mais c'est totalement choquant. Et les peuples sont conscients de cela. Ils demandent à se réapproprier, à reconquérir leur souveraineté. Ce qui est il n'y a pas plus légitime que cela. J'aurais une dernière question à vous poser à vous trois, mais il faut que la réponse soit très brève parce qu'on touche à la fin du temps qui nous est imparti. Eric, le fait que l'Union africaine ait sanctionné le Gabon, est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui l'Union africaine, même quand elle a sanctionné le Mali, le Niger et les autres pays, n'était finalement que dans son rôle, en rappelant que l'Occident et les autres institutions internationales n'ont pour l'instant pas été radicales ni sanctionné le Gabon, et même le discours est édulcoré autour de ce coup d'État? L'Union africaine est dans son rôle de suspendre, bien entendu, le Gabon. Mais je pense que cette suspension, c'est également une sorte de paresse intellectuelle. Vous avez en 3 ans, minimum 4 coups d'État qui se sont produits du côté de l'Afrique. La vraie question est, pourquoi assiste-t-on à une récurrence des coups d'État? Est-ce que l'Union africaine, à travers son Conseil de paix et de sécurité, a mûrement réfléchi sur la question et anticipé de telle sorte que les obstacles, les problèmes ou alors les situations faisant que ces coups d'État soient une réalité, qu'on assiste bien entendu à une sorte de régression? Je crois que c'est ça l'avenir en fait de l'Union africaine au sens de la paix. Comment faire en sorte qu'il y ait une véritable réflexion qui anticiperait sur les questions, sur les problèmes profonds qui sont à l'origine bien entendu de la tenue des coups d'État? Très bien, je viens vers vous Freddy avec la même question. J'avais pas entendu, désolé. Il n'y a pas de souci. L'Union africaine a sanctionné le Gabon et je rappelle que c'est la seule institution qui a finalement sanctionné le Gabon. Est-ce que vous pensez aujourd'hui l'Union africaine est dans son rôle d'avoir sanctionné et en même temps on peut avoir un regard plus doux vis-à-vis des sanctions finalement qu'elle a infligées au Mali et au Burkina Faso où elle a été très sévère aussi? L'Union africaine a fait un peu du politiquement correct, un peu comme la France a fait pareil avec la déclaration en condamnant le coup d'État, ce qui est, d'un point de vue politique, tout à fait honnête. Après, il faudra la relativité ou sinon le discours relatif est venu du représentant de l'Union européenne qui a lui, je pense, donné la position de tout le monde et de tous les grands de ce monde pensent de ce, entre guillemets, coup d'État au Gabon, c'est que ce n'est pas du tout dans les mêmes circonstances que dans les autres pays où on est à la fin d'une élection qui a été extrêmement irrégulière, comme les autres d'ailleurs dans ce pays. Très bien. Et les militaires ont pris, ont pris la décision de... Très bien, je suis obligé de vous couper pour donner la parole à Samy. Je m'excuse parce que là on arrive au temps... Il n'y a pas de quoi. Samy, la même question. Pour répondre à cette question, brièvement. Effectivement, les changements extra-constitutionnels sont au sein de la charte de l'Union africaine et c'est un processus qui est banni. Toutefois, aujourd'hui, ce qui est très important à souligner, c'est qu'il faut empêcher par tous les moyens toute ingérence étrangère et militaire sur le continent. Voilà, l'avenir des Africains n'appartient qu'aux Africains. Très bien. Alors, Eric, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci. Merci à vous. Freddy, je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Libreville au Gabon. Merci de nous avoir rejoints pour cette émission. Merci beaucoup. Samy, vous étiez avec moi sur le plateau. Merci. Merci à vous aussi. Madame, monsieur,
Vous l'aurez compris, le Gabon aussi est lié à l'échiquier politique international et mondial. Et c'est ainsi que s'achève ce cap sur l'Afrique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. D'ici là, prenez soin de vous. Excellente soirée sur Al24 News.